Voilà, tout d'abord, je me permets I would like to thank all participants to have been connecting. Of course, we will begin so as not to let our guest, Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de France, Pierre Sellal, wait too much. I know that further persons will connect, but I think we will today really focus on topics which are really up to date and probably also, as all of you know, relatively new on the agenda of the risk mapping. At least it began for 1 or 2 years, and now it is at the center of the agenda of many financial and non-financial institutions. And therefore, let me just present our guest. I am very honored that Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur Pierre Sellal, has accepted to host this webinar. Son Excellence, His Excellence, is Senior Counsel at the law firm Auguste de Bouzy, currently. He's chairman of the board of directors of the Fondation de France, another foundation, of course. He's a former permanent representative of France to the European Union, that is, in French terminology, the permanent representative is the equivalent of an ambassador, super ambassador, I would say. And he was a former Secretary General of the Quai d'Orsay, that is the person who was leading the foreign affairs and directly coordinating affairs for the French Minister of Foreign Affairs. Thank you so much, His Excellence. You have an intimate knowledge of European affairs and international affairs, and you will share your perspective on the geopolitical risk facing Europe as we are approaching 2026. Of course, His Excellence has a profound understanding of European and international issues, and which makes him one of the leading European analysts and likely the most respected voice in Europe on these matters. And he will address us from both an historical and contemporary perspective, that is having both in mind. You know, good diplomacy is bidimensional, looking at what is happening today and putting today's events in perspective on a longer history, with all the nuances and complexities inherent in the current situation. Of course, as we informed people, His Excellence will speak in French, but the webinar will benefit from simultaneous translation into English and 5 other languages, of course. Please, let me just remind you that only very technical question of understanding will be accepted during the presentation, firstly. Secondly, that at the end, the question, all the question and the questioning and the challenge will be gathered at the end of the presentation. And as I think, and if I could remember, but Marion, you will correct me, if you can write your question, it's the way we can, of course, use efficiently the simultaneous translation. His Excellence, you will have now the floor. You have the floor for between 30 minutes and 1 hour, depending on what you want to share with us. And feel free to use the time you need, and thereafter we will transit to the question. Please, the floor is yours. Thank you, Philippe. Thank you for your kind words. Thank you for this invitation. And it is a great honor and a privilege to speak to you about the
geopolitical situation that we are experiencing today. As you said, Philippe, I will take the liberty of presenting it to you in French, so as not to impose my broken English on you, to be able to convey the nuance, and you referred to nuance a moment ago, required by this complex situation, which I would be less capable of doing in English, and also taking advantage of the wonderful simultaneous translation software available to SCORE. So I switch to French. Mesdames et messieurs, nous vivons aujourd'hui la présence, et la présence en force, une présence qui est peut-être un retour de la géopolitique dans l'économie. Aujourd'hui, et vous savez mieux que personne, une décision économique, un investissement, le choix d'un partenaire commercial, la manière de composer une chaîne de valeur doivent intégrer des critères géopolitiques avec une pondération de ces critères beaucoup plus forte qu'il y a seulement quelques années. Et mon propos devant vous sera d'essayer d'expliquer pourquoi cette pondération beaucoup plus forte aujourd'hui des critères géopolitiques. Philippe, vous êtes référé à l'histoire. Et je crois en effet que la bonne compréhension de la situation géopolitique d'aujourd'hui et des risques qu'elle engendre, puisque votre métier est d'apprécier, de gérer les risques, suppose quelques rappels historiques. Car l'environnement géostratégique d'aujourd'hui n'est intelligible, je pense, que dans une perspective de temps long. Et je vous proposerai de distinguer de manière un peu schématique 3 grandes périodes depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale dans l'architecture de l'ordre international. De 1945 à 1989, ce fut, pour l'essentiel, avec un regard européen, le lancement et le développement du projet de construction européenne, adossé à un engagement de défense de l'Europe occidentale face à l'Union soviétique, grâce à une alliance dominée par les États-Unis. Et globalement, à l'échelle planétaire, une structuration de l'ordre international par la rivalité Est-Ouest, qui a été dominante pendant toute la période, en dépit des efforts dits de non-alignement menés à cette époque par quelques pays. Deuxième période, de 1989 à 2020 environ, l'épanouissement de la globalisation économique est probablement ce qui fut l'âge d'or du multilatéralisme pour organiser la régulation de cette globalisation économique. Et puis aujourd'hui, depuis quelques années, depuis 2020, nous vivons le délitement de cet ordre international multilatéral, nous vivons l'émiettement du monde et par les effets conjugués d'une part de la guerre en Ukraine, d'autre part de la politique de l'administration Trump, nous vivons le retour des rapports de force en lieu et place des logiques coopératives qui caractérisaient toute la période antérieure. Et je voudrais me permettre de revenir rapidement sur chacune de ces grandes périodes. La première période a été dominée, je me répète, pour les Européens de l'Ouest, comme on disait alors, par un objectif essentiel, la relégation définitive de toute perspective de guerre entre les États européens et au premier chef entre l'Allemagne et la France. Le moyen de cette relégation, ce fut le lancement de la construction européenne. Après 3 guerres en moins d'un siècle, de 1870 à 1945, dont 2 avaient précipité l'Europe dans un suicide collectif, une telle priorité diplomatique allait naturellement de soi. Ce projet, comme vous le savez, reposait sur l'amorce d'un processus d'intégration économique, mais ce qui est important pour la compréhension de ce qui s'est passé ensuite, et notamment de la situation que nous vivons aujourd'hui, ce qui est important, c'est que ce projet faisait d'emblée l'impasse sur la politique de défense. Et ceci après l'échec du projet de communauté européenne de défense du fait de la France en 1954. Et à cause de cet abandon du projet de défense, le projet européen dans son ensemble devenait de ce fait très étroitement lié
voire totalement dépendant de la sécurité vis-à-vis de la menace soviétique, sécurité qu'était réputée apporter l'Alliance Atlantique et l'engagement américain. Le projet européen s'est épanoui à la faveur de la paix garantie par les États-Unis. Je crois que c'est un point historique important parce que nous lisons souvent que le projet européen, la construction européenne a apporté la paix en Europe. On peut, je pense, dire aujourd'hui l'inverse. C'est grâce à la paix assurée par l'Alliance Atlantique que le projet européen a pu se développer. Il est fille de la paix, il n'a pas généré la paix. Mais pour comprendre toutes les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, voire la quasi-impossibilité d'introduire la sécurité et la défense dans les politiques de l'Union européenne, il faut revenir à cette origine et bien réaliser à quel point la communauté européenne a été conçue pour refouler les souverainetés, ce qui avait conduit aux deux suicides collectifs des deux grandes guerres mondiales, et pour refouler toute idée de force et de puissance. À l'échelle du monde, pendant toute cette période, comme je le disais tout à l'heure, la relation Est-Ouest a été la plus structurante. Le non-alignement que certains pays avaient essayé de promouvoir, l'Inde à l'Égypte, avait certes accéléré le processus de décolonisation, mais n'a pas affecté de manière significative les logiques de puissance qui caractérisaient la relation Est-Ouest. Et le non-alignement n'avait pas non plus réussi à susciter une véritable coopération Sud-Sud, en particulier au plan économique. Seconde période, à partir de la chute de l'Union soviétique. Cette seconde période a été vécue à l'époque, nous en avons le souvenir et nous y avons pour la plupart participé, comme un moment d'euphorie. C'était l'avènement d'un monde démocratique, un monde pacifié, un monde coopératif, mais cette euphorie apparaît de manière toujours plus évidente aujourd'hui comme un moment marqué par une double illusion collective. Double illusion parce que nous sommes trompés d'une part sur ce qu'il était advenu effectivement en Russie, et d'autre part, nous nous sommes trompés sur l'évolution en profondeur des bases de l'hégémonie américaine. S'agissant de l'URSS, la faillite du système soviétique a été confondue avec la promesse d'une victoire définitive de la démocratie dans le monde. Cette promesse, c'était l'avènement progressif, certes, mais qui à la fin était inéluctable, d'un universalisme fondé sur la démocratie libérale et l'économie de marché. Cette promesse était aussi un ordre international régulé par le multilatéralisme, caractérisé par un attachement partagé par tous aux règles de droit et à leur respect. C'était enfin une globalisation des échanges, une globalisation des chaînes de valeur, caractérisée par l'acceptation par tous et la reconnaissance par chacun des avantages comparatifs propres à chaque économie et à chaque pays ou région. Et d'ailleurs, c'est cet abandon de la reconnaissance des avantages comparatifs qui est à la base de la fameuse politique tarifaire de l'administration Trump aujourd'hui. Nous nous sommes certes trompés, mais il y avait de bonnes raisons pour se tromper, parce qu'il y avait de nombreux signes encourageants qui semblaient démontrer que cette direction vers un avènement généralisé de la démocratie libérale et l'économie de marché était en bonne voie. Quelques-uns de ces signes positifs. La paix, d'abord, au moins sur le continent européen, paraissait définitivement assurée, en tout cas entre les membres fondateurs et ceux des premiers élargissements. Sur le plan plus global, sur le plan international, on a constaté une décrue très forte du nombre des conflits et du nombre de victimes, et ceci de façon vraiment très significative. Troisième signe encourageant, le Conseil de sécurité des Nations Unies retrouvait un rôle qu'il n'avait jamais vraiment connu dans la période antérieure, en fait depuis 1945, du fait de la rivalité Est-Ouest. Les opérations de maintien de la paix, qui sont un bon baromètre de l'efficacité
du système des Nations Unies, les opérations de maintien de la paix des Nations Unies pouvaient se multiplier en Afrique et en Asie. Et puis, de manière encore plus globale, ne le négligeons jamais, pendant toute cette période, la pauvreté au niveau mondial avait massivement reculé, y compris là où elle était endémique depuis des générations. Bref, encore une fois, cette euphorie n'était pas totalement illégitime. Pour beaucoup, c'était l'esprit des Lumières qui avait gagné. Le règne de la raison pouvait s'installer dans le monde et nous allions vivre une mondialisation heureuse, capable d'assurer une prospérité partagée. Peut-être dans cette période, l'acmé, le moment le plus élevé de cette régulation multilatérale a été 2015, l'accord de Paris sur le climat, qui peut-être a été historiquement la pointe la plus avancée de la capacité multilatérale à forger des consensus sur des enjeux majeurs pour l'ensemble de la planète. Mais pourquoi nous sommes-nous trompés? La première grande erreur a été de lire et de voir dans la banqueroute de l'URSS le triomphe de la démocratie en Russie. La Russie n'était pas devenue une démocratie. Et peut-être la faute de la diplomatie occidentale, de la diplomatie européenne en particulier, aura été une incapacité à accompagner efficacement la Russie dans une transition qui ne pouvait qu'être très difficile après le traumatisme de la banqueroute, d'autant plus difficile que ce pays n'avait jamais connu une authentique démocratie. Alors, les fautes, si elles ont été commises par la diplomatie occidentale, c'est un sujet à controverse. Pour ma part, je pense qu'il n'est pas juste de prétendre que la Russie aurait été délibérément humiliée par les Occidentaux, mais elle a été, à tout le moins, trompée, induite en erreur, lorsque nous lui avons fait croire qu'elle rejoindrait naturellement le cadre de coopération euro-atlantique. Souvenez-vous, mesdames et messieurs, que dans les années 2000, il y avait un projet très avancé de pleine participation de la Russie à l'OTAN. Nous en sommes évidemment très loin aujourd'hui et ceci n'a jamais été sérieusement en réalité envisagé. Mais la deuxième erreur commise par les Européens concerne les États-Unis. L'Amérique avait gagné la guerre froide. La guerre froide avait été un affrontement à la fois géopolitique et idéologique. L'Amérique jouissait d'une hégémonie reconnue et incontestable. Le monde devenait, sous la domination des États-Unis, unipolaire. Et il nous semblait également évident, parce que c'était dans l'intérêt national des États-Unis, que l'Amérique resterait fidèle, mariage conclu en 1945 entre l'Europe et les États-Unis, mariage inégal, mais mariage solide, à la fois pour la sécurité et pour les économies des deux ensembles. Sécurité européenne, sécurité américaine, économie européenne, économie américaine. Nous pensions aussi que l'Amérique continuerait à se reconnaître dans cet ordre international multilatéral qu'elle avait très largement façonné elle-même, à son avantage, avec la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, le GATT qui deviendra l'OMC, etc., etc. Et peut-être n'avons-nous pas perçu qu'en réalité, les États-Unis avaient déjà commencé pendant cette période à se détacher de cet ordre international, en considérant qu'il ne servait plus suffisamment leurs intérêts, voire même qu'il devenait une contrainte pour leur liberté, leur autonomie d'action et leur capacité politique. Et je donnerai quelques exemples de cette dérive américaine. Premier exemple, c'est dès 1984 que l'administration Reagan décida de quitter l'UNESCO. C'est 10 ans plus tard, le président Clinton, en 1994, qui décida d'arrêter toute forme de participation américaine aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Et plus jamais, dans la période suivante, les Américains n'y ont participé. C'est George W. Bush qui refusa de ratifier le protocole de Kyoto en 1987. C'est lui qui prit la décision de ne pas participer à la Cour pénale internationale en 1998,
même si à l'époque, les Américains se contentaient de refuser d'y participer, ils ne vont pas jusqu'à ce que nous voyons aujourd'hui dans l'attitude de l'administration vis-à-vis de cette Cour. Mais en tout cas, ce fossé entre l'ordre international d'après-guerre et la politique américaine ne s'est pas vraiment refermé sous la présidence Obama. Il s'est élargi évidemment sous la première présidence Trump et il atteint aujourd'hui une profondeur totalement inédite. Donc, double erreur d'appréciation de la part des Européens en particulier à propos de la Russie comme des États-Unis. Et cette double erreur d'appréciation explique que l'Europe ait persisté pendant toute cette période dans une stratégie que je qualifierais de stratégie introvertie, dont on mesure aujourd'hui les graves insuffisances. Les Européens ont en effet continué à concentrer leurs énergies sur le développement de leur propre projet d'intégration, leur marché intérieur, aussi pertinent que soit cet objectif sur le plan politique et économique, mais ils l'ont fait dans une certaine indifférence par rapport aux évolutions du monde. Les Européens ne se sont pas, me semble-t-il, clairement posé la question de l'affirmation de l'Europe face au monde extérieur. Encore une fois, le parachèvement du marché intérieur, notamment avec la monnaie unique, était conçu comme un échelon nécessaire aux Européens, mais qui conduirait progressivement au libre-échange généralisé. Et une des décisions et un des moments les plus symboliques de cette évolution, c'est probablement l'entrée de la Chine à l'OMC en 2005, qui était un jalon spectaculaire de ce processus et dont les effets se sont révélés peut-être comme une autre illusion qui s'ajoute à celle que j'évoquais tout à l'heure. Et enfin, l'impasse délibérée sur la sécurité que j'évoquais dans mon propos liminaire s'est poursuivie pendant toute cette période. Elle permettait cette impasse de toucher ce qu'on appelait les dividendes de la paix, c'est-à-dire de réduire très fortement les budgets consacrés à la défense. Aujourd'hui, le moins que l'on puisse dire, c'est que le réveil est très brutal pour l'Europe. Il est brutal vis-à-vis de la Russie. L'Europe avait cru faire de la Russie une véritable démocratie. L'Europe avait cru pouvoir construire avec la Russie des relations apaisées sur la base de dépendances croisées, notamment par les importations d'hydrocarbures russes. Et de ce fait, l'Europe a réagi très insuffisamment, à mes yeux, aux actions russes en Géorgie en 2008, l'annexion de la Crimée en 2014, tout simplement parce que l'Europe voulait croire à la force des intérêts partagés entre la Russie et l'Europe. Elle fait face aujourd'hui, cette Europe, à un ennemi, la Russie, qui ne reconnaît plus les principes fondamentaux du droit international, qui agresse un État souverain en Europe, qui viole ses frontières et qui, de ce fait, fait peser une menace directe sur la sécurité du continent européen que le président Poutine, au demeurant, ne se prive pas d'exprimer explicitement de plus en plus nettement. Et vis-à-vis des États-Unis, réveil brutal également parce que nous avions voulu considérer la première présidence Trump comme une parenthèse qui avait été refermée avec Biden. Nous savons aujourd'hui qu'il n'en est rien. Nous savons que la philosophie qui avait conduit les États-Unis après 1945 à accepter certaines limites à leur domination, notamment en concevant très largement le multilatéralisme et en l'intégrant complètement, parce qu'ils en avaient tiré objectivement d'importants bénéfices, tant en termes économiques qu'en termes d'influence géographique et culturelle. Nous savons aujourd'hui que cette philosophie n'est plus du tout celle de l'administration Trump. Ce qui me paraît important de noter, c'est que les États-Unis ne se définissent plus aujourd'hui et ne se veulent plus un modèle pour le monde. Je crois que c'est ainsi que l'on peut résumer ce fameux document publié la semaine dernière par la Maison-Blanche, National Security Strategy, ne compte plus aujourd'hui pour les États-Unis, ou tout au moins pour cette administration, que l'intérêt propre de l'Amérique,
la pursuit of happiness, comme disait la déclaration d'indépendance de 1776. Encore une fois, cette nouvelle stratégie américaine tient, comme elle le souligne d'ailleurs elle-même très explicitement en deux mots, America First. Et pour mettre en œuvre cette stratégie, une méthode, l'affirmation d'une puissance brute, privée de tout frein, qui est devenue en plus avec Trump un objet de spectacle quasi quotidien. Mais nous aurons l'occasion certainement de revenir sur ce document américain et sur ce qu'il faut en penser. Je disais donc réveil brutal de l'Europe vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis des États-Unis et vis-à-vis des autres régions du monde. L'Europe a été très très surprise de découvrir, avec la guerre en Ukraine, que l'attachement européen aux principes fondamentaux du droit international, que nous pensions universel, un attachement universel, n'était pas du tout universellement partagé. Souvenez-vous de la surprise européenne de constater combien de voix manquaient à l'Assemblée générale des Nations unies pour exprimer simplement une appréciation objective sur l'origine de la guerre en Ukraine et la réalité de la violation de frontières internationalement reconnues par la Russie. L'Europe a été aussi contrainte d'admettre et de reconnaître, en observant, en assistant au formidable développement de la Chine, que l'innovation technologique, que les performances économiques n'exigeaient absolument pas nécessairement une économie de marché, une démocratie libérale, alors que nous avions été persuadés du contraire. Ce sont toutes ces évolutions qui exposent aujourd'hui l'Europe à des risques majeurs. Elle avait en effet bâti sa prospérité sur deux convictions. La première, c'est la force de l'état de droit, à la fois pour elle-même, la construction européenne, et dans les relations internationales. Et deuxièmement, elle cherche de la prospérité économique et de relations politiques pacifiées par les échanges, par le commerce. Ces deux convictions sont aujourd'hui complètement battues en brèche. L'Europe avait pour l'essentiel délégué sa sécurité à un protecteur extérieur. Nous constatons aujourd'hui que ce protecteur, les États-Unis, pourrait lui faire défaut. L'Europe découvre l'ampleur de sa régression relative depuis 20 ans vis-à-vis de la Chine, des États-Unis, du reste du monde, sur les plans démographiques, industriels, technologiques. C'est une découverte faite par beaucoup d'Européens à la lecture du rapport de Mario Draghi. Et puis, nous constatons aujourd'hui, l'Europe constate l'érosion de l'attractivité pour le monde de son modèle politique et économique. Bien peu de régions du monde aujourd'hui se reconnaissent dans ce modèle que représenterait le projet européen. À l'égard des États-Unis, j'y insiste, la vulnérabilité des Européens et son risque ont été renforcés au cours des derniers mois par cette dépendance en matière de sécurité et le souci prioritaire de préserver l'engagement des États-Unis aux côtés de l'Ukraine. C'est cette vulnérabilité très spécifique qui a conduit les Européens à multiplier les concessions aux États-Unis depuis le début de cette année. J'en donne quelques exemples. La première a été, dès le mois de mars de cette année, au G7, en acceptant d'exonérer les sociétés américaines de l'impôt minimum de 15% qui avait été convenu dans le cadre de l'OCDE pour les sociétés multinationales de toute nationalité. Exemption pour les sociétés américaines. À l'OTAN, au mois d'avril, l'engagement de tous les partenaires membres de l'Alliance de porter, comme le voulaient les États-Unis, de porter à 5% des budgets nationaux l'effort public en matière de défense et de sécurité. En matière de relations commerciales, en acceptant finalement, sans la contester radicalement, la vision américaine selon laquelle il existait un excédent au profit de l'Europe qui ne tenait pas compte de la balance des services et en se soumettant à la vision américaine du principe de l'existence d'une asymétrie entre les droits de douane appliqués de part et d'autre. Et l'accord commercial, pour autant qu'on puisse parler d'accord, qui a été convenu à la fin du mois de juillet entre la Commission européenne et les États-Unis, l'accord de Turnberry en Écosse, était, je pense, particulièrement représentatif
de ces faiblesses européennes. Et comme la question est importante, me semble-t-il, je voudrais souligner 4 types de faiblesses qui sont apparues à cette occasion. Première faiblesse, le refus européen, faute d'unanimité entre les États membres, elle-même induite par leurs divergences d'intérêts, le refus européen d'envisager sérieusement des mesures de rétorsion, ou au moins leurs menaces, après les annonces qui avaient été faites par le président Trump au mois d'avril. Et c'est cette absence de combativité européenne, me semble-t-il, qui contraste fortement avec l'attitude adoptée par la Chine, mais aussi par des pays comme le Brésil ou le Canada. Deuxième faiblesse, la volonté de continuer à respecter les règles, to play by the rules ou by the book, notamment les règles de l'OMC, face à un partenaire qui avait délibérément décidé de les ignorer. Le risque pour l'Europe, c'est d'être piégé par son attachement à l'état de droit lorsque cet attachement devient totalement unilatéral et que le partenaire en face, lui, s'en exonère. Troisième faiblesse, la multiplication d'engagements auxquels l'Europe a été contrainte, qui entrent en contradiction directe avec les politiques européennes. Par exemple, il y a dans cet accord de Thornbury un engagement d'augmenter les importations d'hydrocarbures américains, de GNL américains, ce qui contredit toute la stratégie de développement des énergies renouvelables en Europe, ou un autre engagement contradictoire, celui d'accroître les investissements directs et donc le transfert de l'épargne européenne vers les États-Unis, ce qui est diamétralement contradictoire avec les objectifs de l'Union des marchés de capitaux européens. Le risque sur ces sujets, c'est une difficulté grandissante d'atteindre les objectifs qui s'étaient eux-mêmes fixés, encore une fois, qu'il s'agisse de la neutralité carbone ou de l'union, la pleine intégration de ces marchés de capitaux. Enfin, une dernière faiblesse, qui est une faiblesse plus politique, plus institutionnelle, ce qui a été très frappant dans l'image de Thornbury, c'est-à-dire de ce face-à-face entre la présidente de la Commission et le président des États-Unis, c'est ce handicap institutionnel qui pèse sur l'Europe dans une négociation de ce genre. D'un côté, la représentante de l'Europe, la présidente de la Commission, n'est compétente que pour parler commerce, mais elle fait face à un interlocuteur, le président des États-Unis, qui, lui, n'hésite pas à mêler délibérément le commerce, la sécurité et la politique. À l'égard de la Russie, ce qui est paradoxal, c'est que l'Union européenne apparaisse timorée, comme cela a été souligné par beaucoup, dans sa très grande prudence, finalement, dans le degré et l'intensité de son soutien à l'Ukraine, que l'Europe apparaisse timorée vis-à-vis d'un pays dont le PIB ne représente qu'à peine 10% du PIB européen. Mais, comme vous le savez, nous sommes en train de négocier à Bruxelles le 20e train de sanctions contre la Russie depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Et le seul fait qu'il y ait déjà 19 trains de sanctions derrière nous, depuis l'agression russe, montre bien que nous n'osons pas aller trop loin et que subsiste une volonté de ne pas couper tous les liens économiques avec la Russie. Et à titre d'exemple, comme vous le savez sans doute, il n'y aura pas d'arrêt complet des achats d'hydrocarbures russes par l'Europe avant probablement la fin de l'année prochaine. De même qu'il n'y a eu aucune interruption des achats de combustibles nucléaires russes par ceux des États membres, il y en a 5 ou 6, qui les utilisent dans leurs centrales. Les explications de cette retenue européenne vis-à-vis de la Russie, alors qu'elle affirme le caractère existentiel pour elle de la guerre en Ukraine, les explications résident, je pense, dans l'absence d'unanimité profonde entre les États membres sur la relation avec la Russie, et surtout sur l'existence du risque, l'appréciation du risque sécuritaire, résultant à la fois de la réalité de la menace russe
et du sous-investissement européen en matière de capacité autonome de défense depuis 1990. États-Unis, Russie, vis-à-vis des autres grands partenaires du monde, des autres grandes régions, il me semble nécessaire aujourd'hui d'admettre deux réalités. La première réalité, c'est que l'Europe n'incarne plus, et je me répète encore une fois, elle n'incarne plus le modèle fondé sur l'état de droit, la démocratie libérale, auquel aspireraient toutes les sociétés dans le monde entier. Deuxième réalité, il n'y a plus vraiment dans le monde d'aujourd'hui ni alliance stable, ni affiliation idéologique solide. Chacun a pour priorité de défendre ses intérêts nationaux et pratique autour de cette stratégie une sorte de multi-alignement très pragmatique et donc très éclectique. C'est le cas de l'Inde, c'est le cas de la Turquie, du Brésil, des pays du Golfe, du Maroc, bien d'autres que je pourrais citer encore. Néanmoins, on constate que la majorité de ces pays cherchent à échapper à la fois à l'emprise économique de la Chine ou en Asie du Sud-Est à la menace sécuritaire qu'ils ressentent de la part de la Chine. Ils essayent aussi d'échapper à la pression commerciale ou financière des États-Unis. Il y a chez beaucoup de ces pays une manière de nostalgie pour la stabilité relative et la prévisibilité qu'apportait l'ordre multilatéral, même si ils dénonçaient régulièrement les déséquilibres de ce système multilatéral, déséquilibres à leurs yeux au profit des Occidentaux. Et donc, on peut avoir le sentiment que l'Union européenne pourrait représenter pour eux une alternative ou un contrepoids stratégique, à condition que l'Europe, elle, comprenne bien que la principale motivation de ces pays, c'est la défense de leurs intérêts nationaux. Il faut l'admettre, le reconnaître, et que ces pays aspirent beaucoup moins que l'Europe elle-même, pour autant qu'elle soit sincère dans ce qu'elle dit, la promotion de principes abstraits, de valeurs, quel que soit, encore une fois, notre propre attachement à ces valeurs. Et donc, ma conclusion serait que la réduction du risque pour l'Europe exige absolument un aggiornamento très profond des politiques européennes. L'Europe doit d'abord oublier la nostalgie, car on ne peut pas prétendre construire une politique sur des regrets. Ce n'est pas totalement acquis, car nombreux sont ceux, encore aujourd'hui en Europe, qui croient en la possibilité de rétablir dans l'avenir l'ordre international multilatéral né en 1945. Certains pensent encore possible de voir les États-Unis renouer avec leur alliance indéfectible avec l'Europe, et d'autres, parfois d'ailleurs les mêmes, espèrent retrouver un jour avec la Russie un partenariat fondé sur des intérêts économiques partagés. Mon sentiment, c'est qu'il faut aujourd'hui prendre acte avec lucidité des réalités. Ces deux réalités, c'est que la Russie considère l'Europe comme son ennemi, et que les États-Unis, aujourd'hui, traitent l'Europe au mieux comme un adversaire, et à lire encore une fois la stratégie américaine comme une entité à combattre, au moins sur le plan idéologique. Et la Chine, en dépit de certaines difficultés domestiques multiples, dont on parle beaucoup actuellement, poursuit une stratégie de développement hyper compétitive, sans beaucoup s'embarrasser des dommages infligés à ses clients. Lorsqu'on atteint un excédent commercial de 1000 milliards de dollars, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas préoccupé par des préoccupations d'équilibre. Et donc, quelle priorité proposer pour l'Europe pour une stratégie de réduction des risques et cette révision fondamentale de ses politiques? J'en proposerai très brièvement cinq priorités. Première priorité, résorber, réduire sa vulnérabilité en matière de sécurité en investissant massivement dans les capacités de défense européennes. La réalité, ou en tout cas l'imminence d'une menace russe sur un pays de l'OTAN ou sur un État membre de l'UE, de l'Union européenne,
fait l'objet, comme vous le savez, d'appréciations contradictoires. Les experts ne convergent pas absolument dans l'évaluation de ce risque militaire russe. Ce qui est certain, cependant, c'est que c'est par le renforcement massif des capacités de défense européennes que l'on peut le plus efficacement réduire ce risque. Et la quasi-totalité des pays européens se sont aujourd'hui engagés dans cette voie de réinvestissement dans leurs capacités de défense. Deuxième priorité, réduire les dépendances européennes dans les domaines stratégiques. D'une part, le numérique, d'autre part, la disponibilité d'une énergie aussi abondante, aussi décarbonée et au meilleur prix possible. La crise du Covid, la guerre en Ukraine, la politique erratique et hostile de l'administration de Trump et les réactions qu'elle a suscitées de la part de la Chine ont bien démontré en l'espace de 4 ou 5 ans l'ampleur des risques auxquels l'Europe était exposée du fait de ses dépendances multiples. Et je crois que la principale leçon de ces années de crise, c'est d'avoir fait admettre par tous que ce n'est plus par l'ouverture des marchés et par le libre-échange que l'on assure la sécurité des approvisionnements. Vous vous souvenez du débat sur l'autonomie stratégique il y a quelques années, où les pays les plus libéraux d'Europe concevaient la manière d'assurer l'autonomie stratégique européenne par l'ouverture des marchés. C'est le bon fonctionnement des marchés internationaux qui assurait cette autonomie. La manière dont les marchés sont malmenés aujourd'hui par la politique américaine et aussi le comportement chinois montre que ce n'est plus la solution à la recherche d'une autonomie et d'une sécurité. Troisième priorité pour l'Europe, se doter d'outils de puissance, ou en tout cas d'outils d'autonomie ou de moindre dépendance en matière monétaire et financière. C'est l'enjeu de l'union des marchés des capitaux, c'est aussi l'enjeu de l'euro numérique et des stablecoins. Parce que un nouveau risque est apparu à la suite de la guerre en Ukraine, le système de paiement international ne peut plus être considéré comme un bien commun, protégé des utilisations ou des instrumentalisations politiques, pour une part du fait des Européens eux-mêmes, lorsque nous avons décidé de mettre sous séquestre les avoirs de la Banque centrale russe, mais il y a aujourd'hui une vulnérabilité monétaire, une vulnérabilité financière que nous avions sous-estimée dans la période antérieure. Il est important pour l'Europe de se doter d'outils d'autonomie dans ce secteur également. Quatrième priorité, finaliser les négociations en vue d'accords de libre-échange, d'accords de partenariat, en particulier avec le Mercosur ou avec l'Inde. Je pense en effet que face au risque de décrochage économique du fait de sa plus faible croissance que d'autres régions du monde, l'Europe doit impérativement s'efforcer de s'arrimer aux régions du monde où cette croissance est plus forte, et encore une fois, c'est en particulier les pays d'Asie. Cinquième et dernière priorité, peut-être la plus importante avec la priorité en termes de capacité de défense, repenser la politique normative européenne au nom d'un objectif de production en Europe. C'est d'autant plus nécessaire que le gap normatif tend aujourd'hui à augmenter entre l'Europe et les États-Unis dans le contexte de la dérégulation qui s'affirme de plus en plus du côté américain sous l'administration Trump. Comme vous le savez, le rapport Draghi a bien mis en évidence la surcharge normative européenne et mis en évidence combien cette surcharge était l'un des facteurs explicatifs de la faible compétitivité en Europe. Tout l'enjeu va être de simplifier et d'alléger, sans pour autant renoncer aux objectifs fondamentaux, agir à l'égard du changement climatique, protéger la santé publique, protéger le consommateur face à ce qui pourrait affecter sa sécurité, à sa santé, etc., etc. Mais il y a largement matière à alléger et simplifier par rapport à ce qui était devenu une politique que je qualifierais d'exemplarité unilatérale normative de la part de l'Europe dans le monde. Voilà, mesdames et messieurs, il me semble que chacune de ces actions est nécessaire pour prévenir ou atténuer le principal risque auquel
les Européens vont être confrontés dans les années qui viennent. Ce risque, c'est l'insoutenabilité croissante de leur modèle social, pour des raisons à la fois démographiques et financières. Mais je dirais en conclusion que pour autant, on ne doit pas renoncer à l'une de ses valeurs essentielles, qui est l'état de droit. Réduire le red tape, repenser les objectifs des normes, c'est nécessaire, mais ce n'est pas, encore une fois, l'abandon du droit et des règles. Je pense que l'état de droit doit au contraire continuer à être affirmé comme un atout essentiel pour l'Europe, dans le monde et vis-à-vis des États-Unis. Et je conclurai par une interrogation. On peut se demander si l'impression d'un éloignement grandissant du droit que donnent aujourd'hui les États-Unis sous l'administration actuelle, on peut se demander si cet éloignement ne risque pas de devenir, pour l'Amérique comme pour le monde, un risque majeur. Je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment, Monsieur l'ambassadeur. C'était passionnant. I would like so much to thank you because it was a frank analysis, a complete one and deep one, and therefore I think that we should have a lot of questions, and I see that we have a first question from which is sent, I don't know by whom, Marion, maybe by yourself, but by Mohamed. Maybe I read it and après vous pouvez y répondre, Monsieur l'ambassadeur. Europe has a very short amount of time to reorganize itself, to regain the middle ground in many countries, to counter the narratives of the far left and the far right, even if there are real grievances under the rhetoric. To rearm and be prepared to operate without the US, either within NATO or on their own. To reassert their place in a multilateral world. Will the US exit the United Nations, the World Bank? Where should Europe start? Or do we or the EU wait for the US midterms and reassess then, but lose a gear of action and advancement? Beaucoup de questions en une seule question. Je vous laisse, Monsieur l'ambassadeur, décider des points essentiels à noter. Beaucoup de questions, en effet. Je commencerai par le dernier point. Je pense que attendre les midterms, ou tout attendre des midterms, ce serait continuer de considérer que ce qui se passe actuellement est une parenthèse qui pourrait se refermer. J'ai parlé tout à l'heure d'une évolution sur une longue période de l'attitude américaine vis-à-vis du reste du monde et de l'Europe. Et même si le style du président Trump donne une coloration très particulière, et nous l'espérons tous, qui sera unique à cette politique, je pense qu'il serait déraisonnable de penser qu'une autre administration, un autre président, en reviendrait au mariage de 1945 et à l'engagement profond des États-Unis dans le multilatéralisme. Donc, ne pas attendre. Deuxièmement, deuxième aspect de la question, il faut faire plus en matière de défense. Faut-il le faire encore avec les États-Unis ou délibérément sans les États-Unis? Le point est difficile parce que tous les pays européens situés à proximité de la ligne de front potentielle avec la Russie considèrent que dans l'état actuel des choses, seule la présence américaine assure leur protection effective. Et même si un pays comme la Pologne aujourd'hui est de plus en plus dubitatif vis-à-vis de la protection américaine, on constate qu'il n'y a pas eu aujourd'hui, depuis le mois de janvier, de décision de réduction de la présence militaire américaine dans ces pays. Et donc, ces pays sont très prudents avant d'imaginer de se passer complètement de la présence américaine et de bâtir une coopération de défense européenne sans eux.
Troisième remarque, faut-il essayer d'agir en mettant défense within NATO or on their own? Mon sentiment personnel, c'est que le cadre opérationnel que connaissent les armées européennes, c'est celui de l'OTAN. Malgré 30 ans d'efforts, l'Europe de la défense ne constitue pas un cadre opérationnel comparable. Et pour des raisons historiques, quasi ontologiques, philosophiques, que j'évoquais dans mon intervention, j'ai le sentiment que le système institutionnel européen n'est vraiment pas fait pour prendre en charge les enjeux de sécurité et de défense. Parce qu'encore une fois, il a été bâti avec une aspiration totalement inverse. Et donc, je pense que nous avons deux objectifs à mener. Le premier, c'est que chacun des États accomplisse l'effort d'investissement nécessaire dans ses capacités de défense. Et deuxièmement, que s'agissant de la coopération opérationnelle, comment s'assurer que ces efforts convergent vers quelque chose qui, un jour, pourrait être utilisé de manière commune. C'est dans le cadre de l'OTAN qu'il faut le faire, et le cas échéant sans les États-Unis. Si les États-Unis veulent se détacher progressivement de l'OTAN, conservons au moins le cadre de coopération, les structures mises en place depuis 60 ans par l'OTAN, qui peuvent parfaitement être utilisées par les Européens sans les États-Unis, si ceux-ci, encore une fois, devaient décider de s'en détacher progressivement. Thank you so much. Let me look if there are, Marion, other questions, because we have a complex, because of a simultaneous translation, we have a complex process of question. I apologize, it's the way to benefit from the simultaneous translation. Marion, is there, are there other questions just immediately or not? Without a name. Thank you. I read it. Thank you very much for your presence and your presentation. I have two questions that may concern globalized companies, such as SCOR, for example. I am adding that, and it's not in the message. Do you think that the current system of financial sanctions from the EU and the US is an effective tool in terms of its impact on companies, legal risk of non-compliance, withdrawal from certain markets, etc.? In terms of digital technology, how can security and sovereignty requirements be reconciled in data flows that are globalized by nature? Première question, l'efficacité des sanctions. Les premières sanctions vis-à-vis de la Russie ont été mises en place par les Occidentaux, à la fois les États-Unis et l'Europe, après la guerre déclenchée avec la Géorgie, qui s'est terminée, il faut s'en souvenir, par l'annexion de deux provinces géorgiennes. Ensuite, il y a eu les sanctions mises en place après l'annexion de la Crimée en 2014. Et puis, enfin, les 19 trains de sanctions décidés par l'Union européenne, avec une certaine convergence avec les sanctions américaines, depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Quel est l'objectif des sanctions? C'est de dissuader l'adversaire, celui auquel on applique ces sanctions, de poursuivre sa politique. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la réussite n'a pas été au rendez-vous. Donc, on peut légitimement se poser la question de l'efficacité de telles sanctions. On répond souvent, d'ailleurs, à cette critique sur l'inefficacité des sanctions, qu'elles exercent leur plein effet dans la durée. C'est moins évident aujourd'hui, mais je laisse cette réflexion à des économistes aussi éminents que Philippe. On s'est aperçu que la longue durée dans l'application des sanctions vis-à-vis de la Russie a permis à l'économie russe de s'adapter. Et les sanctions 2022 ont été rendues moins efficaces vis-à-vis de la Russie par le fait que certaines d'entre elles étaient appliquées depuis l'annexion de la Crimée. Par exemple, l'agriculture russe s'est adaptée aux
contexte des sanctions et a été beaucoup moins vulnérable aux nouvelles sanctions européennes. Autre réflexion que suggère votre question, nous déplorons aujourd'hui la fragmentation du monde, le fait que l'ordre multilatéral des échanges que nous avions connu soit fragmenté, démantelé, émietté. Il faut bien admettre que les sanctions produisent précisément ce résultat. C'est en frappant singulièrement certains pays que l'on aboutit à cette fragmentation du monde et à la moindre fluidité du système mondial des échanges. Et il me semble que dans la réflexion qui est faite aujourd'hui sur l'efficacité des sanctions vis-à-vis de la Russie, il faudrait intégrer cette donnée. Est-ce qu'au-delà des dommages causés à certaines de nos entreprises, comme le suggère la question, ce qui correspond à une réalité, il faudrait aussi intégrer l'impact des sanctions sur le fonctionnement global de l'économie mondiale, du fait d'une moindre fluidité, d'une fragmentation. Et encore une fois, ce qu'induisent les sanctions, qu'elles soient américaines ou européennes, c'est une certaine fragmentation du monde. Enfin, votre question souligne très pertinemment que dans le domaine du numérique en particulier et du degré d'imbrication qu'il produit entre les économies et les sociétés, l'impact des sanctions est devenu de plus en plus difficile à apprécier et à imposer, indépendamment même du contournement de ces sanctions par le fait que plus de la moitié, enfin, des pays représentant plus de la moitié de la population mondiale ont refusé de souscrire aux sanctions américaines et aux sanctions européennes. Ça, c'est la principale leçon qu'il faut tirer des sanctions mises en œuvre vis-à-vis de la Russie. La moitié de la population mondiale refuse de s'y reconnaître, ce qui rejoint l'observation que je faisais tout à l'heure sur le fait que l'adhésion à des principes que nous croyons universels est aujourd'hui beaucoup moins forte que nous pouvions le penser. Merci beaucoup. I would also add that quite 50% of the members of the United Nations are under Occidental sanctions, and therefore, which of course ask and raise a big question on of the same kind, the one you were underlying. Maybe we have a further question on sanction. My opinion is you have answered to it. It's the following, but maybe you want to add something. I read it for all the participants. What do you think about the sanctions? Is it an effective tool for negotiation, pressure, and influence, for security keeping? Can it be used for increase or to increase our military capabilities in Europe to compensate for the loss of US protection? Il me semble que vous avez répondu, mais oui. Peut-être souhaitez-vous ajouter quelque chose? Oui, ce que suggère implicitement cette question, c'est peut-on mesurer aujourd'hui l'impact des sanctions sur l'économie russe? C'est très difficile de l'apprécier tant cette économie fonctionne aujourd'hui selon des principes et des règles qui n'ont plus rien à voir avec l'économie occidentale. Lorsqu'un pays consacre 40% de son PIB à son effort de défense, les sanctions pesant sur les échanges traditionnels ont fatalement beaucoup moins d'impact. Et par ailleurs, il y a un sujet classique de sciences économiques et d'histoire sur la résilience de la société russe. On a le sentiment qu'elle est encore plus forte qu'on imagine parfois en littérature. Enfin, la question principale, c'est sur la décision politique des autorités russes peuvent avoir ces sanctions. On met en place des sanctions parce qu'on en espère un effet sur l'orientation politique. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cet effet a été totalement nul jusqu'aujourd'hui. En revanche, s'il devait y avoir un jour, et qu'il faut espérer que ce jour sera le plus proche possible, discussion sur, au-delà d'un cessez-le-feu, les termes d'un règlement du conflit, le devenir des sanctions sera un élément important.
une des rares choses que l'Europe pourra mettre au pot dans cette mise au point des termes d'un règlement, c'est la levée de ces sanctions, la levée du gel des avoirs, la libération des actifs de la Banque de Russie, etc. Donc, les sanctions restent un asset dans la négociation à mener. En revanche, je ne pense pas qu'aujourd'hui, ces sanctions, et encore une fois, la meilleure démonstration en est donnée par le fait que nous en sommes au 20e train de sanctions, ces sanctions n'ont pas d'impact décisif sur la manière dont la Russie conduit sa politique. Je dirais enfin que l'expérience de la politique des sanctions, c'est que celles qui sont efficaces sont celles qui sont universelles, parce qu'elles sont décidées par le Conseil de sécurité des Nations Unies, donc elles engagent tous les pays du monde, et qui frappent un pays dont les capacités de diversification de son commerce, ses échanges sont limitées. En revanche, dès lors que vous n'avez pas de sanctions du Conseil de sécurité, dès lors que des pays comme la Chine, l'Inde ou le Brésil refusent de les appliquer, quand des alternatives existent dans beaucoup de domaines pour ce pays, pour bâtir des relations d'échange de nature différente, vos sanctions ont un impact beaucoup plus limité. C'est ce que nous vivons aujourd'hui avec les sanctions vis-à-vis de la Russie. The sanctions have been very effective when sanctioning the apartheid regime of South Africa or in Zimbabwe. For other sanctions, of course, there are debate, discussion, and probably questioning. With apartheid, there was also a domestic evolution of yes. South African policy and people. Nous avons une autre question qui est sur l'explosion de la zone euro, mais peut-être auparavant, je me permettrai une question personnelle, monsieur l'ambassadeur. Je vais la poser en anglais pour que nos auditeurs la comprennent. Maybe I can make a reference to the literature on international question. One of the main philosophers on that topic was the German Carl Schmitt, who is not a so nice reputation, but he insisted on the fact that the relationship, the international relationship, as well as the national one, were based on friendship and enemies. You should design an enemy to be able to do politics. Of course, currently, with the sanctions, in the name, of course, of the État de droit, we have clear enemies and clear friends. But is it a question, also a cultural question, which we are accused, especially by Russia, but sometimes also by less developed countries, that in these topics, they are culturally defined and determined, and therefore we should have an approach which should be less clear-cut, and therefore we should smoothen what we consider friendship and enemies. Do you think it's something which is worth looking at, or is it more dangerous to follow that way of considering the current situation? L'Europe a longtemps cru à l'universalité de ses principes. Les droits de l'homme, l'état de droit, la démocratie libérale, l'indépendance de la justice, etc., etc. Et a eu tendance pendant très longtemps à considérer que ceux qui se reconnaissaient dans ces principes étaient ses amis et que les autres étaient des adversaires. Et qu'il fallait bâtir des relations internationales en fonction de cette grille de lecture. Je crois que ce qui apparaît aujourd'hui, c'est que l'universalité de ces principes n'est plus assurée, à supposer qu'elle n'ait jamais existé, premièrement, et deuxièmement, qu'une majorité de pays du monde attachent davantage d'importance à ses intérêts qu'à ses valeurs et ses principes. Et que si nous voulons avoir des relations
à la fois politique et économique, avec des pays qui ne partagent pas totalement nos principes et nos valeurs, ben, il faut admettre cette réalité. Prenons un exemple, l'Arabie saoudite, qui a été considérée il y a quelques années, après ce qui est arrivé à ce malheureux journaliste que nous connaissons, comme l'incarnation d'un pays qui ne pouvait pas être notre ami. Mais force est d'admettre aujourd'hui que l'Arabie saoudite exerce une responsabilité centrale dans la région pour tout règlement du conflit au Proche-Orient, dans les relations économiques internationales, dans les relations économiques et financières. Donc, il n'est pas question de considérer que dès lors que ce pays ne peut pas être notre ami, au sens plein du terme, nous devrions avoir une relation aussi distante que possible avec la Chine. Le problème est encore plus complexe. La Chine est-elle un pays ami? Non, on l'avait assez bien défini comme un concurrent, un compétiteur stratégique et un modèle totalement éloigné du nôtre sur le plan idéologique. Qualifier la Chine de pays ami me semblerait aujourd'hui quand même audacieux. Néanmoins, il n'y a aucune alternative à se passer de la Chine si on a des ambitions et si on souhaite simplement participer au développement mondial des échanges. Donc, je répondrai à votre question, non, on ne peut pas considérer que le monde se divise en deux catégories et prétendre n'avoir de véritables relations d'étroite coopération qu'avec les seuls amis. Et de toute manière, le diplomate que je suis a toujours parti d'un principe fondamental. Par définition, la diplomatie s'adresse à des adversaires et à des gens avec qui on ne partage pas spontanément les mêmes convictions. Sinon, c'est de l'amitié, c'est plus de la diplomatie. Yes, it is clear, and the current situation, for example, of France, the stance of France with regard to China, of Macron especially with regard to China, is, of course, despite all what we have said, despite the question of the Uyghur, etc., and the freedom in China, there is a consideration that China could be an alternative to Russia and the US in the current context, at least. Ah, mais permettez-moi de revenir un instant dans le contexte de votre question, à la fameuse stratégie américaine publiée la semaine dernière par la Maison-Blanche. S'il y a un mot qui est totalement éloigné de la philosophie de ce document, c'est bien le mot d'amitié. La politique américaine, du moins telle que ce document l'a définie, n'a aucun objectif d'amitié entre les peuples ou d'amitié vis-à-vis de quelques pays du monde que ce soit. Comme je le disais tout à l'heure, comme cela est dit explicitement dans le document, une seule règle, un seul principe, America First, des relations totalement business-driven, l'imposition de la domination économique américaine épaulée par une supériorité létale, ce qui est dit dans le document, sur quelques pays du monde que ce soit, aucune référence à des principes ou des valeurs abstraites comme le climat, la pauvreté dans le monde, le développement ou l'indépendance. Donc, nous sommes très, très éloignés de toute considération abstraite liée à des valeurs ou à des principes. C'est vraiment très spectaculaire, ce document. Merci beaucoup. Oui. Alors, nous avons, si vous m'autorisez, je passerai volontiers à la question sur l'Europe. How do you see elle est anonyme. How do you see the risk of the EU breakup in the near to mid-term? How do you see the risk of... oui, c'est la répétition. Pardon. Voilà. Oui. L'explosion de l'Europe. Je ne vois pas à échéance prévisible de risque d'éclatement de l'Europe. Pourquoi? D'abord parce que nous avons vécu
une opération de séparation et de divorce de l'Europe avec le Brexit. Le coût s'en est montré tellement élevé pour les Britanniques, et je pense qu'il y a aujourd'hui un regret majoritaire de cette décision dans la population britannique, que un des résultats les plus spectaculaires de cette négociation très difficile, de cet accord sur le Brexit, c'est qu'il n'y a plus aujourd'hui aucun pays candidat à quitter l'Europe ou menaçant de le faire. Il n'y a pratiquement plus de force politique en Europe aujourd'hui, y compris dans les zones les plus extrémistes des échiquiers politiques, qui a dans son programme le retrait de l'Europe. Donc, je ne pense pas qu'il puisse y avoir un risque de multiplication, de départ volontaire de l'Europe. Peut-il y avoir des départs forcés? C'est-à-dire, est-ce que l'Europe pourrait considérer que la déviance de tel ou tel pays rend son maintien dans l'orbite européenne impossible? Alors, on a un pays que je ne citerai pas en tête, mais d'une part, ce pays n'a aucune intention de quitter l'Europe. Ensuite, il faudrait unanimité des autres pour décider de son expulsion. Ce serait juridiquement extrêmement difficile et politiquement, je pense que cette unanimité ne se réglerait jamais. Troisièmement, peut-il y avoir des difficultés croissantes du fait des divergences qui seraient de plus en plus fortes, voire intenables, entre les préférences politiques nationales des uns et des autres? Ça fait en réalité 60 ans que nous vivons avec des évolutions politiques qui ne sont pas toujours synchrones dans les États membres. Il y a eu des vagues socialistes ou social-démocrates, il y a eu des vagues conservatrices. Aujourd'hui, il y a une vague, disons, souveraino-populiste qui concerne beaucoup de pays. Mais ce qui me frappe, c'est qu'il y a plutôt un progrès dans les consensus transpartisans dans la plupart des pays. J'en prends deux exemples. L'exemple danois. Le Danemark avait avec la Suède la politique la plus accueillante vis-à-vis des migrants de toute l'Europe. En l'espace de quelques années, 2 ans, 3 ans, cette politique a été totalement renversée par un gouvernement social-démocrate au Danemark et qui a réussi à construire un consensus transpartisan. Et ce consensus transpartisan a très largement inspiré des décisions prises cette semaine même à Bruxelles pour un aggiornamento de la politique migratoire européenne, dans le même sens. Donc, il y a eu renversement assez profond de cette politique, mais d'une manière qui s'est révélée assez consensuelle. Deuxième exemple de convergence transpartisane, même si l'expression est un peu forte, la manière aujourd'hui dans laquelle, en France, la force politique qui était la plus hostile à l'Europe, à savoir le Front National devenu Rassemblement National, dont la candidate à la dernière élection présidentielle préconisait encore l'abandon de l'euro, est devenue aujourd'hui le principal soutien de l'euro. Donc, encore une fois, je ne crois pas qu'il faille envisager, se préparer à un éclatement de l'Europe du fait de divergences politiques insurmontables en son sein. Je pense néanmoins qu'il sera nécessaire d'admettre que les institutions européennes doivent représenter l'intégralité du spectre politique européen. Les esprits les plus européens, les plus fédéralistes, ont tendance à considérer que par essence, la Commission européenne ou le Parlement européen devait être composé de quasi-européens fédéralistes. Non, si on veut assurer la pérennité du système européen à moyen et long terme, il faut admettre qu'il y ait des commissaires, sinon eurosceptiques, du moins pas très euro-enthousiastes, et qu'au Parlement européen lui-même, il y ait une représentation de toutes les forces politiques existant en Europe. C'est très clair. Merci beaucoup. Nous avons je me permets de continuer sans trop de transition, une question un peu plus complexe qui est posée en français. Si vous m'autorisez, Monsieur l'ambassadeur, je vais la traduire en anglais juste pour que tout le monde l'ait à l'esprit.
Je laisse peut-être la première phrase de côté parce que, et pour me concentrer sur la question elle-même. Concerning the stable coins, which are based on a currency such as the dollar, the euro, the ruble, maybe in the future the renminbi. What could be the impact on the financial stability and on the international trade? Their impact, in fact, and do we have larger analysis on the impact on the monetary system, which may put us back to former situations? Would that impose a different economic equilibrium, or is it only a superficial phenomenon? Je me rends compte, Monsieur l'ambassadeur, c'est une question assez économique et financière. Je vous laisse peut-être donner votre avis, à tout le moins de diplomate, sur ces questions cette question plus financière. Merci de dire que je ne suis en rien un spécialiste des questions monétaires et financières. Ce que je comprends, c'est que, premièrement, la perpétuation du privilège du dollar ou de la domination du dollar reste au cœur de la stratégie américaine. D'ailleurs, c'est dit dans le document stratégique que j'ai déjà évoqué plusieurs fois. Il n'est pas douteux que pour les États-Unis, cette prééminence, cette domination par le dollar, avec tout ce que ça permet, en particulier l'application extraterritoriale du droit américain dès lors qu'il y a usage du dollar, va continuer à représenter un objectif politique fondamental. Deuxièmement, pour des raisons que je suis incapable d'expliquer de manière détaillée, le développement de stablecoins adossés au dollar constitue un instrument supplémentaire vu par les États-Unis de perpétuation de ce privilège du dollar. Troisièmement, c'est une situation qui est génératrice de risques pour l'Europe, à un double titre. D'abord, parce que cela est une autre manière d'obliger à recourir au dollar ou à des monnaies ou des crypto-monnaies adossées à lui dans le commerce international et le financement de l'économie internationale. Et d'autre part, tout ceci se développe aux États-Unis sur un fond de dérégulation massive qui génère un risque de déstabilisation pour l'ensemble du système financier international et donc pour l'Europe elle-même. C'est à ce titre que ce qui se passe en ce moment en matière de stablecoins peut affecter les intérêts européens et qu'il y a donc besoin, me semble-t-il, de développer une alternative européenne autour de l'euro digital et de stablecoins qui soient adossés à l'euro. J'ajouterais cependant, alors en termes plus diplomatiques et politiques, que la guerre en Ukraine et les sanctions, pour revenir à elles, ont plutôt fait reculer les objectifs européens en matière de promotion internationale de l'euro. Ce qui a beaucoup surpris négativement certains pays dans le monde, c'est de constater que l'Europe, elle aussi, n'hésitait pas à faire de sa monnaie, du système de paiement internationaux, de SWIFT, des instruments politiques, alors que nous avions affirmé qu'il s'agissait de quasi biens communs, qui étaient totalement en dehors de toute possibilité d'utilisation politique. Force est de constater que nous avons pris le risque d'apporter la démonstration du contraire. Et je crains pour ma part que cette idée selon laquelle l'euro représenterait une alternative plus sûre, moins dépendante des foucades politiques américaines que le dollar, cette idée a reculé du fait de la guerre en Ukraine et des sanctions mises en place vis-à-vis de la Russie. Excusez-moi de ne pas être plus précis et plus technique sur l'impact des stablecoins sur la stabilité financière, mais c'est un sujet que je laisse à mon ami Christian Boissieu, notamment. Tout à fait. C'est un sujet beaucoup plus technique et qui, de toute façon, dépasse le cadre du présent webinaire.
Je me tourne vers vous, Marion. Y a-t-il d'autres questions qui auraient été posées? Plus de questions. Monsieur Philippe, ambassadeur, vous moi souhaitiez? j'aurais aimé vous faire Oui. réagir à la question que je me suis permis de poser en conclusion. Euh, euh, Parmi tout ce qui faisait que dans le fonctionnement de l'économie internationale, l'économie financière internationale, les États-Unis apparaissaient comme le pays le plus stable et le plus sûr. Et donc, pays refuge pour toute la finance internationale. Est-ce que vous pensez que la manière dont on a le sentiment que se met en œuvre un refoulement de la règle de droit, la possibilité de politiques de plus en plus erratiques, avec des changements de cap, avec une périodicité maintenant qui est infra-semaine aux États-Unis, tout ceci ne risque-t-il pas de faire apparaître les États-Unis comme un pays de risque, alors que la stabilité, l'état de droit, la prévisibilité étaient les valeurs fondamentales que ce pays pouvait incarner vis-à-vis du reste du monde, jusqu'à en faire le premier refuge et la première place d'investissement. Oui, peut-être je vais vous répondre en anglais, comme ça toutes les Oui. personnes pourront comprendre. My opinion is just an opinion, and of course it has to be confronted with the reality which will not yet observable, but which may be observable in the coming years. Of course, the power of a currency is based on a certain stability. So, stability of its conversion, stability of the rules which are governing the money and the value also of the money. And surely, in the current context, the different aspects of the current economic and financial strategy, if his strategy is consistent, which is by itself a question of Donald Trump, is not so much supporting the dollar. And we have seen, at least at the beginning of 2025, a true crisis of confidence in the dollar that may last longer than we could expect. And you are totally right. There is something contradictory in the current strategy view, from my point of view, of Donald Trump. On one side, he wants to affirm the superpower of the US and of the dollar, and on the other side, he would like the dollar to be, for example, devalued, even it has more or less threatened at some point in time to tax the dollar assets owned by foreigners, which is just the only way to cancel the role of the dollar as a pivot of the international monetary system. At the same time, of course, if US remain a power and a true power in the world, the dollar will be more or less associated with his power, and it is what at least history tells us. From the beginning on, we could look at Greece, the anti-Greece. We could look at Rome, and etc. Power and currency are well associated. But at the same time, what we are looking at that we see an affirmation of a superpower on the side of the US, but also a kind of Monroe Doctrine, which is apparently affirmed by the last document you were referring to, and isolationists will be by itself supporting the US. And therefore, here is something which has to be clarified. And what is sure, and there was a document written by an economist of the Donald Trump circle, which is Stefan Miran, a report of 2024, and the document has itself been considered as fully contradictory, and therefore very difficult to interpret concerning the role of the dollar in the future. And therefore, for me, there remains an uncertainty, and surely if the US wants the dollar to remain the currency of the world, it cannot be linked
to the strategy totally, it is not totally consistent with the strategy we see, which is defined in the new strategic document of Trump. And probably this is something which will be tested by the market in the current years, at least. I'm afraid you are right. We have to continue to live with these inconsistencies for the next future. Yes, maybe. One point I would like to insist on, and you have been insisting, and view from our side of companies, is the role of SWIFT and stable coins. Of course, stable coin could be a competitor of SWIFT. But if, for example, if I apply sanction on SWIFT, I can circumvent the sanctions by using stable coins as long as the emitters are not referring to the FBI what they are doing, which is not the case, for example, for Bitcoin, which has close link with the FBI. And therefore, the role of the stable coins depends also on the law which is applied inside the country, and also the law that is applied concerning potential transaction outside your country. How much is there possibilities, for example, for a European government who would like to provide a stable coins based on euro, how much we will constrain so providing such service to refer to the European authorities, and therefore helping them implement sanction in case of sanction. And to my knowledge, here is a point, and one of the main role of stablecoin is to circumvent the SWIFT system. All regulations, in fact. Yes. No. Peut-être, Monsieur l'ambassadeur, souhaitez-vous ajouter quelque chose en conclusion? Nous arrivons à la fin, je ne vois pas d'autres questions. Je pense qu'il y en aurait beaucoup, j'en aurais moi-même un certain nombre, mais je vois là que le temps s'est écoulé. Nous avons pris beaucoup de temps. We have taken much of the time, and I would like, Monsieur l'ambassadeur, to thank you so much for your presentation, which is very stimulating, and which will help us consider what is the geopolitical map of the risk we will be confronted in the coming years. And therefore, thank you so much to have helped us just imagine the world or help us to design some way to consider the world which is coming and the universe of tomorrow. Nous avons deux métiers parallèles vis-à-vis du risque. La diplomatie vise à les prévenir, mais vous avez à les gérer. J'allais gérer, voilà, et à payer. Peut-être pouvons-nous rester connectés encore quelques instants, et je vois Marion, nous pouvons peut-être clore, et Zéing, nous pouvons peut-être clore la session sans fermer peut-être comment dirais-je, le Teams, la vidéo Teams, mais peut-être laisser les participants partir.